Alors, moi je m'appelle Gilles Planchon, je m'intéresse à l'eau depuis très longtemps, à la sortie de mes études même, puisque j'ai travaillé dans une station d'épuration et je voulais faire quelque chose d'utile avec l'eau parce que c'est un élément qui m'intéresse beaucoup et qui soit lié aussi avec le soleil. C'est deux éléments très importants pour moi. Et le mariage entre l'eau et le soleil, c'est les algues. Et j'ai découvert très tôt, à l'âge de 19 ans, le pionnier dans la culture des algues qui s'appelait M. Ripley Fox, qui habitait à proximité dans les Cévennes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'eau et à faire des activités du coup, liées à l'eau à travers la spiruline. La spiruline, c'est une cyanobactérie, en fait. On l'appelle communément plutôt une microalgue parce qu'elle fait la photosynthèse. Et elle est un peu à l'origine de la vie sur Terre avec les autres cyanobactéries, ces êtres-là qui ont transformé les gaz toxiques il y a plus de 3 milliards d'années en oxygène, entre autres le carbone en oxygène. Ils ont fait la photosynthèse. Et ils ont permis quelque part la création de l'atmosphère terrestre et donc ont permis quelque part la possibilité de la vie sur Terre. Donc non seulement on est descendant de ce type d'organisme, mais on doit la vie sur Terre à ce type d'organisme. D'où ma passion pour cette cyanobactérie voilà, que j'étudie depuis maintenant plus de 35 ans. Elle a un intérêt nutritionnel qui est important hein, puisque c'est l'élément le plus riche connu en protéines. Elle a 70% de protéines et des protéines très assimilables. Elle a aussi beaucoup de fer, donc très intéressante par rapport à l'anémie. Elle a multiples vitamines, toutes les vitamines B. Elle a aussi des propriétés thérapeutiques reconnues maintenant. Bien sûr l'anémie, mais pour lutter contre la malnutrition infantile, des problèmes de diabète, de cholestérol, en prévention de certains cancers par exemple, parce qu'il y a beaucoup de bêta-carotène. Voilà, elle a quand même beaucoup de cordes dans son arc, comme aliment, comme médicament. Et elle est aussi beaucoup connue pour 3 points importants, un puissant anti-inflammatoire, très forte pour la détoxification de l'organisme. Elle est même utilisée en parallèle aux chimiothérapies pour réduire les effets secondaires. Et elle augmente les défenses immunitaires de façon vraiment impressionnante. C'est la fougère règle qu'on récolte là. Ouais, tu vois, c'est là où elles sont les plus écartées les unes des autres qu'elles sont les plus belles en fait. Si on allait en dessous, là où elles sont toutes en tas, bah, ce serait vachement moins joli. Ouais. Que là, ça respire bien, tu vois. Les feuilles, elles sont magnifiques, elles sont toutes plus grandes que moi. Bon, c'est pas difficile, mais enfin, voilà, c'est resplendissant quoi. Oh. C'est un beau produit. Je suis Fanny Bertrand, je suis agricultrice installée dans le Jura et mon métier c'est de fabriquer des préparations naturelles pour la santé des plantes. Donc je cultive des plantes, je fais de la cueillette sauvage, je fais un petit peu d'achat aussi de plantes et je transforme tout ça en produits divers et variés pour la santé des cultures agricoles, des sols, etc. J'ai rencontré Éric Petiot qui est venu faire une formation sur la phytothérapie naturelle, la santé des plantes par les plantes. Et là ça a été le déclic. Je me suis dit mais c'est ça qu'il faut faire quoi. Et je me suis donnée à fond là-dedans et dès que j'ai eu fini mon cursus scolaire, eh ben, j'ai acheté des cuves. J'ai commencé au fond d'une grange et
J'ai fait fermenter des trucs, jeter, beaucoup jeter, beaucoup de ratés, etc. Et j'ai créé mon entreprise en 2021, d'abord en artisanat et ensuite en agricole depuis l'année dernière. Au bout d'un moment, ça va. Bon, là, le pH et la conductivité sont déjà stables et là, le redox il commence à être assez stable dans les valeurs. Donc, je vais pouvoir... Les produits que je fabrique sont constitués à 90% d'eau et je suis très attachée à la qualité des produits. C'est mon cassage de tête quotidien. Donc la qualité d'une plante, ça c'est bon, je sais l'évaluer, je sais voir si ma plante elle est bonne ou elle n'est pas bonne, ça c'est bon. Mais la qualité de l'eau, comment est-ce qu'on fait pour l'évaluer? Et ça a été l'une des premières questions que je me suis posée. Avec quelle eau est-ce qu'il faut que je travaille? Qu'est-ce que c'est qu'une eau de qualité? Et là je me suis rendu compte que c'était le vide complet, quoi. Et puis j'étais pas encore dans ce milieu de phytothérapie naturelle où on rencontre plein de gens qui peuvent aiguiller, etc. vers d'autres personnes qui savent. Et du coup, je me suis vraiment retrouvée à pas trop savoir à qui m'adresser, à pas vraiment savoir quand je mesure mon eau avec un pH, redox, conductivité, qu'est-ce que je dois trouver pour que ce soit une eau qui est OK pour l'utilisation ou pas. Et donc Eric Pétiot m'a beaucoup aidé là-dessus. Il m'a orientée, il m'a donné des contacts. Du coup, j'ai pu commencer comme ça à m'en sortir à peu près et faire le tri. Bon, l'eau du réseau, ça, on n'en parle même pas, c'est hors de question. L'eau de source, bah oui, moi j'ai commencé avec de l'eau de source, oui, elle était propre, elle était belle, c'était une belle eau. Mais elle était très calcaire. Elle m'a fait foirer toutes mes fermentations, trop de calcaire. Du coup, trop de variations sur le pH et on commence trop haut, du coup le pH descend pas assez bas, du coup le produit se conservait pas. Donc eau de source, oui, mais pas celle-là. Donc il a fallu que je me rapatte sur de l'eau de pluie. Et puis là, je me suis dit, mais l'eau de pluie, selon les matériaux sur lesquels elle tombe, est-ce qu'il va y avoir un impact ou pas? Puisque bon, la tôle en amiante, bon là, non, voilà, la question est vue, mais est-ce que de la tôle galva ça passe? Est-ce que de la tuile ça passe? Jusqu'où ça va en fait? Parce que l'eau c'est le meilleur solvant qu'on puisse avoir. Du coup, à chaque fois qu'il est en contact de quelque chose, il prend. Et moi je me suis retrouvée à mesurer de l'eau de pluie à 8,5 de pH, alors qu'on me dit que l'eau de pluie ça a 5. Je me dis, mais comment ça se fait quoi? Et là du coup voilà, moi je me suis cassé le crâne là-dessus et en étant très démunie dans le sens où j'ai pas le matériel nécessaire à mesurer correctement de l'eau, ni les connaissances, j'ai pas du tout de formation en chimie, donc voilà, c'est pas évident. Du coup, voilà, au fur et à mesure des expériences, j'ai compris que l'eau de pluie, quand elle est chargée, selon là d'où elle vient et selon si elle est chargée en sable, par exemple, ça modifie sa qualité. Et une eau de pluie à 8,5 de pH, je ne peux pas l'utiliser. Voilà. Donc il faut vraiment avoir de l'eau de pluie qui soit la plus proche possible de ce que peut être l'eau à l'état naturel, ce qui n'existe plus à l'heure actuelle. Donc l'eau c'est vraiment un problème du quotidien, autant pour savoir quelle eau utiliser, comment la conserver. Pareil, la conservation de l'eau, c'est l'enfer. J'ai une capacité de stockage qui est de 40 000 litres, c'est déjà énorme, c'est pas assez. Donc comment est-ce que je stocke l'eau sans la dénaturer? Ça c'est à l'heure actuelle, pour ma part, je ne crois pas qu'il y ait de véritable solution parce que le plastique c'est inerte mais il y a quand même des transferts de particules quoi. Le plastique alimentaire aussi ils garantissent apparemment on garantit l'absence de migration quand l'eau est à 20 degrés, mais l'eau à 20 degrés quand elle est stockée dehors, autant dire qu'elle est jamais à 20 degrés quoi. Donc c'est pas évident, donc après voilà, faudrait faire des bassins naturels avec vasques vives, etc. Mais c'est pas toujours possible selon la configuration de là où on se trouve. Donc voilà, la qualité de l'eau pour moi c'est mon casse-tête pour je pense toute une vie et les suivantes aussi quoi. Voilà.
Donc moi je suis Philippe Héritier, je suis à la fois vigneron et éleveur d'escargots à Poisy, deux productions qui sont très intimement liées à l'eau. Le vin est essentiellement constitué d'eau, l'escargot est complètement lié à l'élément eau, il a besoin d'humidité, il a besoin de frais, et il a besoin aussi de cuisson douce qui respecte son eau. Voilà, donc la première des choses qui m'avait fait m'intéresser à l'eau et qui m'avait fasciné, c'était les travaux du professeur Emoto, qui justement avait essayé de matérialiser l'impact de l'environnement de l'eau sur cette eau en la faisant givrer et en photographiant les cristaux. Et ça donne des cristaux qui vont du tout au tout en fonction justement de l'environnement qu'on a mis à ces gouttes. Et ça m'avait assez fasciné et fait prendre conscience que dans mon activité d'agriculteur, le fait de s'intéresser à l'eau est primordial. Voilà. L'escargot complètement lié à l'eau, c'est un mollusque, il a besoin d'eau, il a besoin de frais. Je parlais tout à l'heure des cuissons, on sait que l'escargot a besoin de cuissons plutôt lentes, à température plutôt basse, pour que justement cette eau, l'eau reste bien liée à l'escargot et fasse de cet escargot un escargot moelleux. Là où si les cuissons sont trop fortes pour les escargots, elles peuvent justement délier l'eau et faire de l'escargot un escargot caoutchouteux. Donc c'est pour ça que tout de suite je me suis dit, pour l'escargot il faut vraiment absolument magnifier l'eau, à augmenter les capacités de l'eau qui se retrouvent dans mes escargots. Pour le vin, c'est la même chose. Il faut comprendre que le vin est constitué en grande partie d'eau et j'aime à parler de l'eau du vin. La notion de terroir serait tout simplement intimement liée à la qualité des eaux et à la qualité de résonance magnétique des eaux du lieu où les raisins ont été cultivés, ce qui donnerait une consonance très forte au terroir. Dans la vigne, ce qu'il faut, c'est un sol qui gère à la fois bien les excès d'eau et qui gère les déficits d'eau, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une capacité à évacuer le trop d'eau et une capacité à stocker de l'eau pour ne pas en manquer en cas de sécheresse. La vigne, elle est intimement liée aux sèves. Nous, on travaille beaucoup sur les sèves. On a ce souci d'avoir des sèves qui ne soient ni trop pâteuses, ni trop fluides, et qui permettent justement une alimentation de la vigne en continu, quoi qu'il arrive. Et puis ensuite, ici, on a des raisins, puis du mou qui arrive ici en cave et qui, lui, si on passe notre vie à le matraquer à grands coups de pompe pour le refroidir, pour le réchauffer, pour tout ça, on va fatiguer l'eau du vin. Et en fatiguant l'eau du vin, cette eau va devoir puiser dans les matières solides environnantes, à savoir les tanins, etc. et va ralentir, par exemple, la maturation des tanins d'un vin rouge. Mais pire que ça, on peut arriver à la situation où avec un vin qui a une eau fatiguée, ce vin-là va être obligé de puiser l'énergie de son malheureux buveur pour se reconstituer. À l'inverse, nous, c'est vraiment tout l'inverse qu'on veut. On veut maintenir à cette eau beaucoup d'énergie, qui maintient beaucoup d'énergie au vin et qui justement va amener un plein plaisir, une pleine énergie aux buveurs. Voilà. Et pour revenir justement sur le professeur Emoto, on comprend que si l'eau du terroir et si l'eau des vins est polluée par des pesticides ou par des engrais chimiques, on comprend que justement cette eau va porter en elle ces informations toxiques qui se retrouveront dans le vin.
quels sont les dispositifs et pratiques que j'ai mis en place pour améliorer la qualité de l'eau? Alors, au départ, déjà, c'est de l'eau de forage, donc que je filtre. Charbon actif, filtre physique jusqu'à 1 micron, charbon actif pour éliminer les résidus de pesticides, parce que même si le forage est à 120 mètres de profondeur, malheureusement, on a encore des traces de pesticides. Donc, ils sont éliminés par le charbon actif, et ensuite un ultraviolet. Et ensuite, vu que ces eaux elles sont quand même maltraitées, je dirais, sur le plan de la structure de l'eau et de la vie de l'eau, ensuite systématiquement je dynamise l'eau. Donc ce qui m'a été proposé, entre autres via Mylène qui a écrit un livre sur le sujet, c'est de faire un vortex pendant 1 heure, donc toutes mes eaux, aussi bien mes milieux culture que mes eaux pour compenser l'évaporation de la culture sont passées dans un vortex. Ah, c'est magnifique. J'ai aussi des informations électromagnétiques à la sortie de mes tuyaux pour structurer l'eau aussi. J'essaie de neutraliser les effets électromagnétiques dans mon bassin avec des sortes de plugs qui neutralisent les énergies négatives d'électricité, on va dire. Et puis dernièrement aussi, j'ai mis des vasques vives qui m'ont été offertes par la société Egatera, Jérémy, pour dynamiser l'eau. Jusqu'à maintenant, je ne dynamisais pas l'eau de la culture parce que j'estimais, à juste titre, que la spiruline étant une spirale, c'est elle-même qui dynamise l'eau. Dans les lacs naturels, il n'y a pas de mouvement, c'est pas comme les eaux de torrent, c'est des eaux stagnantes et la spiruline, de par sa spirale, a la capacité de dynamiser ces eaux. Mais la vasque vive est un appoint supplémentaire vraiment intéressant sur la dynamisation et que j'ai expérimenté l'année dernière avec 3 vasques vives, un bassin avec vasque vive et l'autre sans vasque vive. Et j'ai pu voir l'intérêt par rapport à la productivité qui est légèrement plus importante, mais quand même 20% plus importante. Le taux vibratoire mesuré par 2 amis géobiologues était aussi plus élevé de 20% dans les cultures de spiruline avec vasque vive. On arrive à des taux vibratoires de 800 000 bovis sur la spiruline fraîche et le bassin profond que j'appelle la matrice, plusieurs fois il a été mesuré plus d'1 million de bovis, donc c'est très élevé, c'est des niveaux d'une cathédrale. Donc voilà, quand on est sur des taux vibratoires élevés comme ça, c'est l'énergie elle-même qui nourrit, qui guérit, qui aligne aux besoins des gens. Et donc comme moi j'essaye de dynamiser mes spirulines pour et de les informer pour qu'elles guérissent l'homme sur tous les plans et qu'elles soient plus un apport de lumière, je dirais, que de matière en tant que telle, même si sa composition est excellente. Je pense que l'humanité aujourd'hui a plus besoin d'éclairage que de vitamines, en tout cas dans nos sociétés, quoi. Et donc voilà, j'amène ma spiruline vers ça et j'ai l'impression qu'elle est bien heureuse de cette mission aussi. Voilà. Pour améliorer la qualité de l'eau, donc voilà, il y a le choix de l'eau déjà. Donc moi c'est eau de pluie. Eau de pluie, 100% eau de pluie. Là, je vais la stocker dans du plastique alimentaire. Les cuves en ciment ont un impact trop important sur le pH de l'eau. Donc je préfère le plastique même si ça ne me convient pas, c'est pas suffisant comme système. J'espère trouver plus tard mieux, mais chaque chose en son temps. Après, ça va être la filtration. Donc je filtre mon eau systématiquement. Et le problème, c'est qu'un système de filtration en sortie de toiture, c'est pas évident parce que si tu as une pluie d'orage et il tombe 20 mm en 2 heures de temps, ton filtre il va vite être saturé. Donc il faut que la filtration elle se fasse, à mon sens, en tout cas moi c'est comme ça que je fais, je la fais après collecte.
C'est-à-dire que mon eau, elle est dehors. Pour mes produits, je vais la rentrer. Et c'est au moment du transfert que je vais faire une filtration. Et là, je fais une filtration avec des filtres qu'on utilise comme chez les gens, quoi. Les trucs en cartouche. Voilà, c'est quelque chose de très simple. Et après, une fois que mes cuves, elles sont propres, c'est du plastique, mon eau, elle est filtrée, et ben, l'amélioration notoire de la qualité de l'eau, elle passe par la dynamisation. Voilà, ça redonne, je trouve, le caractère originel de l'eau. Parce que le problème, c'est que mon eau, elle stagne, tu vois. Elle est stockée, elle est dans des cuves, elle ne bouge pas, elle ne voit pas le jour. Enfin, c'est de l'eau qui est plus vivante, quoi. Donc pour la remettre en branle, la dynamisation, c'est le top, quoi. Avec les vasques vives. Ça, pareil, casse-tête suivant, ça a été comment est-ce qu'on dynamise correctement de l'eau, quoi. Enfin, correctement, à mon sens, bien entendu. Donc j'ai passé en revue une quantité phénoménale de systèmes de dynamisation, avec peu d'infos dessus, peu de retours d'expérience, ou des retours d'expérience un peu unidirectionnels, tu vois. Du coup, ça manquait de bagages, jusqu'à que je tombe sur Mylène Souvigné et Jérémy Pont. Et là, ce qui m'a décidé, en fait, c'est vraiment qu'ils m'ont donné accès à toutes leurs données. Il n'y a pas eu de rétention d'infos, comme 90% des boîtes font, quoi. Et là, ils m'ont donné tous les résultats d'analyse. Et c'était probant. C'était probant parce que c'était des mesures et des résultats d'expérience dans plein de domaines d'activités différents. Et du coup, j'ai acheté ça et je suis trop contente, quoi. Déjà, c'est super agréable. Premièrement, là, c'est dans l'espace de fermentation, tu as le son de l'eau, tu as une nouvelle énergie dans l'espace, quoi. Il se passe quelque chose d'apaisant et moi, ça me parle. Ensuite, au niveau des fermentations, j'ai gagné du temps. Normalement, une fermentation, quand je mets les plantes dans la cuve, que je ferme la cuve, c'est qu'à partir du lendemain, minimum 12 heures après, où ça se lance. Là, des fois, les fermentations, elles se sont lancées au bout de 3 heures, au lieu de 12. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Et ensuite, moi, au niveau des paramètres pH, redox et conductivité que je mesure tous les jours sur mes cuves de fermentation, je ne vois pas de différence. Par contre, ce que j'ai fait l'année dernière, c'est que j'ai lancé 2 cuves d'extrait fermenté de luzerne en même temps, dans les exactes mêmes conditions, vraiment tout pareil. Et j'ai pris un coup de l'eau dans ma cuve de dehors qui avait rempli ma cuve de dynamisation. J'ai rempli une cuve avec l'eau pas dynamisée et puis une cuve avec l'eau dynamisée. Moi, j'ai pas vu de différence au niveau des mesures. Par contre, j'ai fait des échantillons que j'ai envoyés en cristallisation sensible. Et sans dire à la personne quoi et quoi. Et rien à voir. Rien à voir. Le produit en termes de qualité, on est largement meilleur. Et au niveau conservation, énergie, ça n'a strictement rien à voir, quoi. Donc ça a vraiment permis, je pense, de décupler les effets des produits, enfin la qualité déjà, les effets. Et du coup, je pense que sur les cultures, ça va aussi se ressentir, quoi. Voilà. Alors, mon parcours, en gros, moi j'ai 2 passions, c'est l'eau et l'agriculture. J'ai commencé par l'eau, c'est-à-dire que j'ai fait un diplôme d'ingénieur en traitement des eaux. Et suite à ça, en fait, je me suis vraiment passionnée pour toutes les histoires de mémoire de l'eau et de dynamisation. Et je voulais absolument travailler là-dedans et surtout faire de la recherche sur ces questions-là. En fait, j'ai pas trouvé de laboratoire de recherche en France et j'ai dû partir en Inde. C'était en 2009. J'ai travaillé dans un labo pendant 1 année. Et en fait, quand je suis revenue, j'avais plus de questions que quand j'étais partie. Et donc c'est là en fait où j'ai commencé à écrire pour essayer de rassembler toutes les idées que j'avais rencontrées au cours de cette année de travail de recherche, donc notamment en biblio, mais pas que, parce que j'avais fait aussi pas mal de travaux d'expérimentation.
Et j'ai voulu voir comment tout ça se synthétisait. Donc j'ai commencé à écrire pour remettre de l'ordre dans toutes ces idées. Et au bout de 5 ans, ça a donné un premier livre que j'ai édité. Et donc c'était L'eau sensible à l'époque. L'eau, un être sensible, maintenant ça a évolué. Et une fois que j'ai compris en fait comment on pouvait synthétiser ça, je suis partie en agriculture parce que mon autre grande question c'était de savoir comment est-ce qu'on pouvait appliquer ça au monde agricole. Et donc là j'ai fait une école d'agronomie et à partir de là je me suis beaucoup intéressée en fait aux questions de la régénération des sols, la mesure du potentiel redox EHPH qui permet de déterminer le terrain de son sol, mais aussi le terrain de la plante, et permet en fait finalement d'évaluer l'état de santé du sol et de la plante. Et je me suis aperçue qu'il y avait tout un travail en amont pour régénérer ce terrain avant de commencer à travailler avec l'eau. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'en suis venue à... Enfin, comment j'en suis venue finalement à faire ce que je fais actuellement? Et bien finalement c'est la question du vivant. Comment régénérer le vivant sous toutes ses approches et sous toutes ses formes. Et finalement, l'agriculture, la régénération des sols, c'est une très grosse thématique chez moi. Et le travail avec l'eau, ça permet d'affiner et d'optimiser et de toucher le vivant sur un autre niveau encore plus fin et qui est vraiment intéressant. Voilà, là en gestation, tout doucement, elle vient d'arriver parmi nous. Donc là c'est le contre-moule. Il y avait le moule et le contre-moule. S'il y avait des formes un peu plus où ça rentre à l'intérieur, ce qu'on appelle la contre-dépouille, on est obligé de passer par... on n'est pas obligé, mais c'est bien plus pratique de passer par du silicone. Sinon, il y a des clés. Sinon, ça veut dire que c'est des petits éléments en dur qui sont calés et qu'on vient à chaque fois assembler. Ouais. Là, on en a une d'ailleurs. Ça, c'est le réceptacle de la symphonie. Et en fait, justement, là, il y a 2 clés. Et en fait, quand on démoule, on dévisse, les 2 clés restent à l'intérieur de la pièce. On vient enlever les clés à part. Ça pourrait être en silicone, et du coup j'aurais pas besoin de ces clés là. Mais c'est bien plus durable, comme ça. Alors je suis Jérémy Ponce. J'ai repris la suite de l'atelier des vasques vives de Michael et Sylvie Manziès. Donc maintenant c'est à Igatera l'atelier des vasques vives. Depuis ma tendre jeunesse, en fait, j'ai toujours été très lié à l'eau, que ce soit la mer, l'océan ou les rivières. Toujours été présent près de ces milieux-là. En 2018, lors de la rencontre sur l'eau, je crois que c'était ça, à la rencontre de l'eau, au Puy-en-Velay, sur les 70 ans de la bioélectronique de Vincent, j'ai croisé Michael et Sylvie Manziès, et qui m'ont proposé d'éventuellement reprendre la suite. Voilà, qu'il y avait une porte ouverte. Et puis ce projet s'est concrétisé il y a 1 an maintenant. On a été sur le projet pendant 4 ans, ça a traîné un peu. Et en trouvant ce lieu où on s'est installé en Ardèche, ici, c'était propice. Et voilà, j'étais paré pour me lancer dans la poursuite de cette œuvre-là. Et c'est comme ça que je suis arrivé à être maintenant le fabricant des vasques vives en France là pour l'instant. Alors une vasque vive, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une fontaine, on va dire une forme d'écoulement, qui a une forme de cœur, quand on dessine un cœur, donc avec 2 cavités, dans laquelle l'eau en fait va s'écouler par le centre et aller dans les 2 cavités en pulsant, en allant de droite à gauche, en formant une forme de 8, donc une lemniscate, avec une pulsation, comme une respiration, un battement. Donc cette eau elle s'écoule, elle va dans les 2 cavités, à droite et à gauche, en faisant des vortex, donc des tourbillons de part et d'autre, lévogyres, dextrogyres, sens horaire, sens anti-horaire.
et après s'entrechoquer au milieu et s'écouler par le centre. Donc ça c'est le principe des vasques vives. L'origine ça remonte dans les années, on va dire c'est John Wilkes dans les années 70, un sculpteur anglais qui a découvert les vasques vives en fait par un travail d'observation. Lui c'était une personne qui observait beaucoup la nature, les rythmes et les mouvements de l'eau entre autres aussi dans la nature, dans la rivière, dans les ruisseaux, les torrents. Et il a travaillé en collaboration avec Theodor Schwenk, un ingénieur hydraulicien en Allemagne qui dirigeait l'Institut des fluides. Donc l'idée c'est de condenser la vitalité, ce que veut créer un torrent de montagne sur son parcours, donc le condenser dans une forme assez compacte. Et le rôle, entre autres, le rôle fondamental au final c'est la vitalité de l'eau, donc la dynamisation. L'eau qui ressort des vasques, elle ressort avec la même vitalité qu'on trouve dans un torrent de montagne. Donc là il y a un échantillon un peu de différentes vasques. Là c'est la sortie de l'atelier. Les petites présentations. Alors là on a donc elles ne sont pas toutes en fonction pour l'instant, comme on s'est installé il n'y a pas longtemps comme je te disais. Donc il y en a quelques-unes en fonction et le reste on va dire que c'est de l'expo. Donc là c'est les papillons, on a donc de leur petit nom les papillons. Donc celles-là elles sont vraiment sympas, elles ont des petits renflements à l'intérieur qui laissent aussi présager la forme des ailes de papillon et quand l'eau elle bat à l'intérieur, il y a des petits tourbillons qui se créent à l'intérieur avec une lame d'eau. Celle-là elle est particulièrement sympa, c'est une de mes préférées. Là par ici on a les brocéliandes. Celle-ci, les grandes. Un mouvement assez lent, celle-là. Donc chaque vasque a un débit qui lui est propre pour avoir le battement dont on parlait. Donc des débits qui ont une plage de débit, celle-là elle fonctionne à 4 mètres cubes heure. Donc il y en a que ça va être 1 mètre cube, d'autres 6 mètres cubes, donc ça varie. Donc le mouvement est plus ou moins tonique suivant les vasques avec le débit. Et aussi les formes, pour un même débit on peut avoir des formes différentes qui vont changer la tonicité en fait du mouvement. Donc là c'est les petits papillons, ça c'est les Diana, elles ressemblent un peu à la brocéliande, donc elle est à la source aussi, elle est toute petite, elle est sympa comme tout, celle-là, le mouvement est assez lent et les petits passereaux peuvent venir s'ébrouer à l'intérieur, faire la toilette, et, elle est très calme, très sympa. Et elles se mettent en succession, donc on peut en mettre une seule, donc là c'est des éléments qui sont obturés, il n'y a pas de trou. Comme on a pu voir sur les différentes vasques. Donc celle qui est en amont est percée de façon à ce que l'eau jaillisse et après elle va dans les autres. Donc on peut en mettre une seule ou une succession. Et à chaque fois, dans tous les cas, quand on est avec minimum de 3 vasques, on a une meilleure efficacité des vasques, du travail des vasques sur l'eau. Clac. Donc il faut attendre un petit temps et le battement va se mettre en route. Là ça arrive. On voit sur la dernière. Ça y est, le battement est parti. Donc ça c'est un modèle qui remplace un peu la chapeline sur les dynamisations des petits volumes jusqu'à 1 à 2 mètres cubes. Donc les orifices sont prolongés aussi avec des cônes en cuivre là. Donc ça c'est un petit cône en cuivre, le même que le grand là. Et après on est sur des fabrications, moi je fabrique avec de la silice. On a vu les brocéliandes, la claire c'est de la silice et du basalte. Donc ça a été un choix aussi sur le basalte pour travailler sur le paramagnétisme, pour amener un peu plus d'informations aussi. Donc avec un taux de paramagnétisme on est à 3000 micro-CGS. Voilà. Qui n'est pas énorme mais quand même bien conséquent. Et après pour avoir des couleurs plus gris clair, on est sur des mélanges de basalte et silice. Et après quand j'utilise pour les couleurs rouge saumonné, c'est un granit rouge qui vient du Beaujolais. Donc du coup je ne mets pas de pigment, je vais essayer de travailler juste avec les granulats qui donnent ces couleurs.
On a la grande odyssée qu'on a vue en résine, les vignerons utilisent pour les remontages. Ben quand on travaille sur des bassins, des grosses retenues d'eau, des étangs, et qu'on doit vraiment avoir un gros volume à traiter, ben on utilise ces modèles-là, avec les cônes comme on a pu voir en bas, sur les dernières. Et puis là on a quand même le chef-d'œuvre de John Wilkes, donc c'est la pièce magistrale, c'est les 7 vasques qui sont uniques. Donc c'était les 7 vasques sur les 7, le chiffre 7, quoi, les 7 notes, les 7 jours, les 7 éléments de la colonne vertébrale. Donc celle-là elle est juste magique, hein, déjà rien que l'avoir comme ça, sans eau, un rayonnement, quoi, elle dégage un truc de fou. Et on voit l'intérieur, donc là, il faut s'imaginer, malheureusement elle n'est pas en fonction encore. Il y a l'eau qui prend le battement hein, qu'on voyait tout à l'heure, hein, partout, dont on parlait. Bah, donc on a le même débit, mais sur des grandes formes, il va être très lent, très large, un peu comme sur la Brocéliande qu'on verra en bas. Et après, par contre, on vient dans des cavités plus charnues, où là, le mouvement va être beaucoup plus tonique, beaucoup plus dynamique. Donc il y a des variations de mouvement, de pulsation, de battement au sein de cette vasque, de cette fontaine qui est juste magique. Et là on a les 2 vortex hein, qui sortent comme on a pu voir dans les grosses odyssées aussi. C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc ouais, ça a été l'observation du monde vivant et entre autres le mouvement du sang dans le cœur. D'ailleurs on retrouve les cœurs des abeilles, les cœurs des hannetons, des poissons. Quand on le regarde, c'est vraiment une suite aussi, une succession de vasques en fait. Donc c'est vraiment, on dirait maintenant, du biomimétisme, quoi. Donc à l'époque, je ne sais même pas si je crois pas qu'en années 70 ça existait ce mot, ce terme, mais voilà, on pourrait dire ça maintenant, c'est du biomimétisme. Alors, les outils, alors moi ça va faire depuis 2016 maintenant que je travaille avec la mesure du potentiel redox EHPH selon la méthode d'Olivier Husson. Cet outil-là, je m'en suis servi aussi bien sur le sol, sur la plante. Je sais qu'on peut l'utiliser en élevage, mais c'est pas tant ma pratique. Et après, forcément, j'ai utilisé sur l'eau. Et pour voir un petit peu quel était l'effet de... quand on dynamise une eau, en fait, quel était l'effet sur ces mesures. Très concrètement, en fait, en particulier quand on utilise des systèmes de dynamisation où il y a une interface air-eau. Donc typiquement, par exemple les vasques vives, où l'eau en fait a vraiment une interaction avec l'air. Mais c'est vrai aussi sur les vortex. Alors sur le pH, ce qu'on observe, c'est une augmentation du pH. Donc ça c'est normal tout simplement parce qu'en fait il y a une oxygénation. J'ai aussi un oxymètre, donc ça c'est pareil, c'est immédiat quasiment. Le taux d'oxygène il remonte très très vite au niveau de l'eau. Le potentiel redox chute, c'est-à-dire que l'eau elle est moins oxydée, elle devient plus réduite, et la conductivité chute. Alors ça c'est plus intéressant parce qu'en fait une conductivité qui chute, ça ne signifie pas, parce qu'en fait la conductivité c'est la capacité de l'eau à faire circuler l'électricité. Et en fait ce qui se passe c'est que la capacité de l'eau à faire circuler l'électricité entre avant et après est moins importante. Donc c'est comme si l'eau se crée en fait une une structure et ça se manifeste plusieurs heures après, encore une fois qu'on a stoppé la dynamisation. C'est-à-dire que cette conductivité, elle va rester basse, en tout cas elle va rester à son niveau après dynamisation pendant plusieurs heures. Alors c'est pas quelque chose qu'on voit forcément, par contre c'est quelque chose qu'on peut sentir au goût. Quand on goûte une eau avant et après dynamisation, il y a vraiment une différence en termes de texture qui va se manifester. Et aussi en termes de goût en bouche, il y a des choses comme ça, les œnologues en général ils le sentent bien. Sur l'oxygénation, ce qui est intéressant, c'est que pareil, on a l'oxygène, donc ce que j'ai dit, il augmente très très vite, mais ce qui est intéressant, c'est que cet oxygène, il va se stabiliser et rester haut pendant plusieurs heures. C'est comme la conductivité. Il va mettre beaucoup plus de temps avant de redescendre à son niveau initial. Et ça, c'est des choses qui ont été aussi mesurées. Donc voilà, ça, moi c'est mes paramètres que je peux faire ici à la maison. Après, sinon c'est analyse de labo.
tout simplement. Et en analyse de labo, ce qui a été fait, c'est notamment sur des bactéries pathogènes. Et ça a été mesuré plusieurs fois de manière assez systématique. Les bactéries pathogènes, elles sont vraiment inhibées. C'est-à-dire qu'on a un abattement des bactéries pathogènes, donc en tout ce qui est coliformes fécaux, Escherichia coli, entérocoque. Et ça a été mesuré sur des eaux qui a été, par exemple, issues des eaux de phytoépuration, par exemple. Typiquement, l'autre chose dont je peux parler pour la modification de l'activité bactérienne, c'est à travers les vinifications. Donc des vignerons qui utilisent les vasques vives pour faire passer le vin à l'intérieur des vasques. Donc c'est pendant la période de vinification. Et en fait, ça va générer en fait au niveau des fermentations, le retour, et là on a plusieurs retours qui vont dans ce sens-là. Le retour global, c'est que les vinifications sont plus régulières, plus harmonieuses. Il y a eu aussi un retour comme ça d'un vigneron qui disait que sa vinification était beaucoup plus rapide que quand il n'utilise pas de vasque. Et en fait, il est passé de 15 jours de vinification au lieu de 2 mois habituels. Donc ça commence à devenir un gros pas de temps en différence. L'autre endroit où on peut identifier une modification de l'activité bactérienne, c'est avec les lactofermentations. Où là, pareil, alors c'est intéressant parce qu'on a un retour qui est un peu similaire, c'est-à-dire que on a quelque chose qui est pareil, qui est plus régulier. La fermentation va démarrer plus vite. Globalement, elle est plus régulière. Donc ça, c'est quand on suit avec les mesures du potentiel redox. Et globalement, le produit à la sortie, donc ça, c'est des mesures qui ont été faites en cristallisation sensible. Le produit à la sortie, il est de meilleure qualité. Donc après, il faudrait faire des analyses de labo, une analyse métagénomique par exemple, pour voir comment ça se manifeste vraiment en termes de développement microbien, quoi. Voilà. Alors dans cette cuve, on a dynamisé une tisane d'achillée, de camomille et d'osier qu'on a dynamisé pendant 20 minutes. Alors le but du jeu de l'achillée et de la camomille, déjà c'est pour réduire la phytotoxicité du cuivre et du soufre qu'on va mettre en traitement d'une part, et d'autre part, de par sa nature même, ça a aussi une version antifongique. La camomille pour le mildiou, puisqu'il y a du cuivre, et l'achillée pour l'oïdium, puisqu'il y a du soufre. L'osier, par contre, ça va compléter le traitement qu'on avait fait en ortie il y a 1 ou 2 semaines. C'est-à-dire, ça va activer, ça va permettre, puisque l'osier a de l'acide salicylique, c'est de l'aspirine, entre guillemets, et donc ça va permettre une très bonne circulation au niveau de la plante. Pour avoir une circulation des sels fluides, au même titre qu'une circulation sanguine, on a besoin d'avoir une bonne circulation pour être en bonne santé. Et là, donc, ça va être pareil. Donc, l'osier, on ne va pas le mettre régulièrement, contrairement à l'achillée et au cuivre qu'on va mettre à chaque traitement. 10 grammes par hectare seulement. Alors, 10 grammes par hectare, c'est peu, mais ce qu'on cherche à voir là, c'est l'aspect informationnel. Puisqu'en biodynamie, il y a le côté physique du cuivre et du soufre, d'une part, donc là on met des doses plus grandes, même si ça reste en deçà d'une agriculture conventionnelle, mais ce qui est important, c'est le côté informationnel, subtil, puisqu'on est dans une agriculture biodynamique, ça veut dire de résonance, d'information, et donc ça va apporter cette information-là, l'information de circulation et antifongique. Une dynamisation, c'est quoi ? C'est créer un vortex dans un sens un petit moment, puis de l'autre, et c'est dans ce chaos-là que l'eau va se charger des informations-là, et que ça va permettre, avec peu de doses finalement, sur 7 hectares, de dynamiser, enfin d'apporter ces informations-là. Et ça a vraiment un gros intérêt. Donc voilà, et puis c'est vrai que quand on fait ça, enfin moi j'adore faire ça, les tisanes j'adore, ben voilà, il y a le cœur qui s'ouvre, on sait pourquoi on le fait, et on a remarqué, et d'ailleurs Philippe le dit très souvent, que quand on regarde l'eau et quand on touche l'eau, elle a une autre texture, elle n'a pas la même texture qu'au départ.
elle est plus fluide, plus légère, elle glisse. C'est pas la même chose une fois que c'est dynamisé. Et c'est vraiment super plaisant. Et ça fait tout un sens pour nous en fait. Ma plus grande réponse, je l'ai trouvée dans la biodynamie. Tout d'abord sur les vins et ensuite sur l'escargot. Sur les vins, si on a un sol qui est bien vivant et qui gère parfaitement son eau, on a un enracinement qui est profond, qui est capable d'aller chercher des eaux souterraines qui peut-être peuvent nous amener d'autres niveaux d'arômes, d'autres niveaux de texture. C'est vraiment très très intéressant. Ce qu'on a vu sur l'alimentation de la vigne, qui justement, par sa variété, dont l'eau est un des premiers vecteurs, par sa variété donnait une qualité supérieure dans nos vins, un beau jour j'ai dit il faut que je transpose ça sur l'escargot, à savoir en redonnant de la vie au sol, en traitant nos sols en biodynamie, on a amélioré la qualité diététique des végétaux. On parle toujours j'aime bien parler de la magie du végétal qui nous apporte à nous, mais aussi à mes escargots, des minéraux chélatés directement assimilables. Et plus la qualité diététique de l'herbe augmente, plus vos escargots vont grossir de manière harmonieuse et complète. Et plus justement, tout est lié, parce que ce qui est vraiment très important pour nous, c'est d'avoir des escargots moelleux. Et donc, un escargot moelleux, c'est un escargot qui a vraiment intégré pleinement son eau et gardé son eau en son sein. Alors que si cet escargot, parce que l'eau est mal liée ou parce que l'eau, comme tout à l'heure sur l'exemple des vins, est fatiguée, l'escargot va perdre cette eau à la cuisson. Et donc va perdre son caractère moelleux. Il y a une définition de la vie qui dit que la vie, c'est l'information, l'énergie et la matière. L'information étant en amont des deux autres, même si les trois, on a vraiment besoin des trois pour faire un tout. Moi, ce qui m'a beaucoup parlé dans la biodynamie, c'est que la biodynamie est aussi une agriculture de l'information. Bien sûr, la biodynamie s'occupe des sols, s'occupe de l'agronomie telle qu'on la connaît classiquement, mais la biodynamie, il rajoute aussi cette notion d'information via les préparats, via les tisanes de plantes. À un moment donné, on pulvérise une silice, 2 ou 4 grammes par hectare. Donc effectivement, les détracteurs de la biodynamie vont nous dire « mais là, c'est pas un petit peu exagéré quand même 2 ou 4 grammes répartis sur un hectare ». Oui, mais 2 ou 4 grammes dynamisés pendant 1 heure. C'est-à-dire qu'on fait un vortex dans un sens, vortex dans l'autre, vortex dans un autre sens. Et en fait, cette dynamisation ouvre les parois extérieures de l'eau et permet à l'eau de prendre l'information de la silice. Et en cela, l'eau a un pouvoir amplificateur de l'information qui est colossal. Donc, en faisant ce qu'on appelle les dynamisations en biodynamie, on va amplifier l'information et on est capable, par la pulvérisation, de la diffuser à toute la plante, à toute la vigne. Et donc, si on se dit l'information est la première des choses, c'est là où justement j'ai trouvé avec la biodynamie quelque chose qui me parle beaucoup. Et l'eau tient une place centrale dans cette capacité d'amplification et de diffusion de l'information. En ce qui concerne les vinifications, là aussi une vinification se passe bien si votre mou il a un potentiel d'oxydoréduction qui est équilibré. Et cela aussi, ça s'acquiert dès la vigne. Et ça s'acquiert notamment par des dynamisations de tisane. Et de ce fait-là, eh ben, les micro-organismes, levures, puis bactéries qui font le vin, elles ont un terrain qui est idéal à leur développement.
mais là aussi, il faut vraiment aller chercher les solutions en amont et ne pas avoir besoin de chercher des solutions en vinification. Malgré tout, cela ne veut pas dire qu'on ne fait rien en cave. On accompagne nos vins, on les bichonne, on les surveille. Et on a créé également un environnement que j'ai voulu dès la construction de ce bâtiment, qui a été construit d'après les règles du nombre d'or et les techniques de bâtisseurs de cathédrale. D'ailleurs, les techniques de bâtisseurs de cathédrale avec un calcul de coudée qui est lié au lieu, c'est le même calcul que réalisaient historiquement les fabricants, les tonneliers, ce qui fait qu'un tonnelier qui se trouve à Beaune va faire une barrique de 228 litres, et un tonnelier qui se trouve à Bordeaux, donc qui n'a pas la même latitude et pas la même longitude, va faire une barrique de 225 litres. Parce que chaque barrique est là pour être en résonance totale avec son lieu. Donc, l'idée, c'était vraiment de dire, dès le début, je crée un endroit qui soit très harmonieux en travaillant sur les dimensions et les proportions. Sachant que je sais pertinemment que mon vin, lui, est sensible à tout. Concernant le bâtiment, je peux rajouter aussi, il y a les dimensions, les proportions, mais il y a aussi la forme du bâtiment qui va générer ce qu'on appelle une onde de forme, de la même façon que mes barriques génèrent une onde de forme qui est propice à une bonne énergie et à ce que les choses de la vie se passent de manière naturelle et facile. C'est un chai qui est hexagonal, justement, puisque l'architecte nous expliquait que c'est la forme qui permet le mieux d'harmoniser les forces qui viennent du sol et du cosmos. Et c'est une forme qu'on est allé chercher dans la nature en copiant justement l'alvéole faite par les abeilles, qui est aussi une forme très très économe en nombre, en quantité de murs. Il faut savoir que là, on a 325 mètres carrés et que si on avait voulu faire la même surface intérieure avec un rectangle, il nous aurait fallu 12 mètres linéaires de murs en plus. Donc, forme économe et qui génère une onde de forme propice à la vie, quoi. Toutes les herbes que l'on voit là, il y a du semis aussi ou... C'est du semis. C'est du semis. Ouais. C'est du semis, on a un mélange de graines qui est vraiment choisi et qui leur permet d'avoir normalement de l'herbe toute l'année, puisque certaines espèces prenant le pas sur d'autres. Voilà. Au début, ils mangent le chou fourragé, ils adorent ça quand ils sont petits, ils le croquent pas possible. Et puis après, il y a les luzernes qui vont venir, il y a les trèfles et le plantain également. Ils adorent le plantain parce que le plantain est très très riche en minéraux pour la coquille, pour finir leur développement en fin d'année. Et c'est celui-là. Ça, ce grand truc là, ça sert à dynamiser l'eau. Voilà. Ouais. Ça passe au milieu là. Voilà. Ouais. L'eau rentre, il y a un vortex dans un sens, un vortex dans l'autre. Quand j'ai mis en place justement à la fois la dynamisation de l'eau, mais aussi la gestion des surfaces en herbe destinées à l'élevage d'escargots, cette gestion, quand j'ai mis en place la gestion en biodynamie, la première année, je raconte toujours cette anecdote, un chef m'a rappelé, m'a dit « Qu'est-ce que tu as fait des escargots ?» C'est encore meilleur. Voilà, donc là on a une belle réussite à la fois sur les taux de croissance qu'on voit, mais surtout sur le côté gustatif de ces escargots. Sur les vins, justement, un jour un dégustateur m'a dit « Oh, ton vin me redresse !» Et c'est là où justement on a des vins qui ont de l'énergie et qui justement font du bien à leur heureux buveur. Et ton vin me redresse. Ah, j'étais fatigué quand je suis arrivé là, après avoir dégusté le vin.
ah, ça m'a remis en énergie. Ce sont des commentaires qui me plaisent beaucoup et qui sont pas si rares que ça. Et là, je me dis, oui, on a pour nos vins quelque chose de cristallin, une grande buvabilité. Ça veut dire quoi la buvabilité? Ça veut dire que ce vin est proche de nos caractéristiques, de nous humains, de nous personnes vivantes. Voilà. Donc ça c'est vraiment important d'être vraiment content de le faire parce que quelque part, quand ça part du cœur, le cœur, il a une dimension magnétique énorme, mais énorme, plus qu'on ne le pense en fait. Et ça apporte énormément dans cette dynamisation de l'eau. Donc pour nous, c'est génial aussi de pouvoir faire ça parce qu'on a besoin d'être centré. Si tu le fais en colère, c'est pas ok. L'eau, elle va aussi porter cette information en plus des plantes. Donc il faut vraiment être centré, mais en même temps, quelque part, juste le fait de le faire, tu te sens tout de suite. Parce que, en tout cas pour moi, je suis contente de le faire parce que ça a tellement de sens. Donc c'est génial parce que ça me permet de me centrer aussi par rapport à ça. Ça, c'est important. L'effet humain sur les actions ont un effet très important, surtout quand on fait une tisane, dans les vignes aussi, mais notamment, on est à côté de l'eau, on fait attention à ça. Moi, ce que je constate aujourd'hui, et ce qui est pour moi une vraie piste de travail, c'est que je vois bien que l'eau participe grandement à l'intrication globale, ce que j'appelle l'intrication globale de l'univers. C'est-à-dire que l'eau de mon corps est liée à la vapeur d'eau environnante, qui peut être justement directement liée à l'eau des feuilles de la vigne, etc., etc. Et on parlait tout à l'heure justement avec Emoto, etc., des mauvaises informations qui peuvent être transmises par les pesticides et par les engrais chimiques, mais est-ce que ces mauvaises informations par l'intrication globale ne peuvent pas être aussi transmises par la colère du vigneron, par la tristesse du vigneron, par la dureté qu'il s'impose dans les vignes, etc. Et là aussi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à être très attentif à son eau à soi, à se positionner, nous vignerons, comme faisant partie de la nature, comme étant aussi une partie de l'écologie. L'écologie, ce n'est pas que l'environnement, les rivières, les insectes, bien sûr ça en fait partie, mais l'humain en fait pleinement partie, et ça me plaît de dire et de répéter ce que disent les peuples premiers d'Amazonie. Ils disent l'humain clé de voûte de la nature. Donc l'humain a aussi un rôle à jouer dans la nature, mais il doit le jouer de manière digne. Et si justement la joie du vigneron et de ses équipes était la clé d'un très grand millésime. En tout cas, nous, on essaye d'être très attentifs à cela. Et même si aujourd'hui on parle de l'eau, il y a aussi le photon qui pointe le bout de son nez, c'est-à-dire la microparticule de lumière qui elle aussi peut-être peut diffuser de l'information. Mais en tout cas, de ce qu'on voit nous, c'est que l'eau fait partie intégrante de l'intrication globale et dans toutes ses composantes doit être vraiment respectée, magnifiée, comprise. Ouais, du coup on a souhaité, c'est une des priorités, on n'a pas encore bâti l'intérieur de la maison, on a un toit sur des ruines, mais l'intérêt c'était quand même de développer l'extérieur, la biodiversité, et ça a été vraiment une priorité de créer ce bassin. Donc on a essayé de le faire profond, on a à peu près 2,50 m ici, 2 m là-bas, pour vraiment avoir des mouvements de convection, une faune qui va s'installer dans le fond. On a planté un verger de 70 arbres à côté, et c'est de faire un petit bassin tampon. Donc utiliser de l'eau pour alimenter. On a une cuve enterrée en haut, on va remonter ça par pompe solaire
Et au final, après, on va utiliser cette eau pour l'irrigation. Donc on n'en utilise pas beaucoup, on compte à peu près 20 à 25 mètres cubes pour la saison, pour tous les arbres, parce qu'il y a une grosse utilisation d'extraits fermentés qui nous permet de limiter l'utilisation de l'eau. Et là, voilà, on a essayé de gérer les berges. Donc on a fait un palier périphérique à moins 1 mètre à peu près. On a bâti avec des pierres qu'on a récupérées de la maison. On a remonté à moins 20 cm avec des pierres et on a remis la terre derrière, de façon à ce que, comme ça, on puisse jouer sur le niveau d'eau qui va baisser durant l'été. Et que toujours, même en descendant, on se garde 1 mètre maximum de descente, et de façon à ce que les plantes par capillarité soient toujours irriguées. Et puis aussi les berges, finalement avec toutes ces plantes, c'est la faune qui s'installe. Sans berges, sans plantes, il n'y a pas la faune qui peut exister dans ce cas-là. Là on a des tritons crétés qui sont arrivés cette année, on ne sait pas comment. Les libellules. On a mis au centre, l'idée c'était quand même aussi pour limiter l'évaporation, comme dans un bassin classique, piscine on va dire classique, on peut bâcher et limiter l'évaporation. C'est quand même une grande source d'évaporation, c'est une perte énorme. On compte à peu près 1 cm, voire plus même par jour, ce qui fait sur 100 mètres carrés on est presque à 1 mètre cube. Donc l'idée c'est de limiter ça. Donc on est parti sur une théorie, c'était de faire une bâche naturelle, donc nénuphar, lotus au maximum. Et pour le coup, comme le nénuphar il a une profondeur, il faut jusqu'à 60 cm de profondeur, dans les 2 mètres c'était loupé. Donc on a mis des fûts, des gros fûts de 600 litres qu'on a pu mettre dedans, on a rempli de terre et comme ça on arrive à moins 60 par rapport au niveau d'eau. Et on a pu mettre les nénuphars au centre. Donc l'idée c'est de créer une grande surface de feuilles pour limiter l'évaporation. Ça c'est dans la théorie, on verra. Je me suis senti seul quand il y a eu un temps où je cherchais peut-être un peu mon chemin. Mais depuis un bon moment, non, je me sens accompagné par la nature, par le visible, par l'invisible. Je me sens accompagné sur ce chemin-là qui me semble être le mien. Donc non, je me sens pas seul, je me sens plus seul. Je me suis sentie seule dans le sens où j'avais des tonnes de problèmes, des tonnes de questions, à avoir vraiment ce sentiment viscéral qu'il fallait que je réponde à ces questions. Parce que si mes produits, si mon eau elle n'est pas de qualité, mes produits ne sont pas de qualité. Si je fais des produits qui ne sont pas de qualité, je ne fais pas mon métier, quoi. Ça c'est hors de question. Donc c'était vraiment très important que j'arrive à savoir qu'est-ce que c'est qu'une eau de qualité et comment je fais pour l'augmenter. Et dans ce sens-là, je me suis vraiment confrontée à beaucoup de portes fermées et puis beaucoup de non-savoir, quoi. Tout simplement. Maintenant, je suis plus seule parce que du coup, on fait tous partie d'un réseau informel de plein de gens bourrés de compétences. Donc voilà, on arrive à se répondre. Et quand quelqu'un ne sait pas, il nous envoie vers quelqu'un qui sait. Et du coup, c'est super chouette. C'est super chouette. Voilà. On m'aurait posé la question il y a quelques années. Je pense que j'aurais dit oui. Parce que il y a 10 ans en arrière, maintenant ça remonte plus, c'était il y a 15 ans en arrière quand j'étais dans toutes ces questions-là. Ouais, j'étais un peu toute seule, ouais. En tout cas, j'avais pas encore trouvé les liens. J'avais pas encore trouvé les personnes avec qui je pouvais me relier pour échanger là-dessus et progresser là-dessus et partager. Et c'est plus le cas aujourd'hui en fait. Il y a tout un réseau de gens, que ce soit des chercheurs, des agriculteurs, des techniciens, un peu partout en France et aussi à l'étranger qui travaillent dans le même sens. Et en fait, c'est passionnant, c'est très riche. Chacun a son petit bout de compréhension des choses. Et quand tu croises ça avec les autres personnes, tu as créé des trucs qui sont vraiment... Enfin là, ça commence, là ça fuse en fait, ça fuse de tous les côtés et ça ouvre encore d'autres perspectives et ça ouvre encore d'autres portes. Et en fait, il y a plein d'univers qui s'ouvrent pour aller chercher et pour aller encore plus loin. Et en fait, c'est jamais fini. Donc actuellement, non, je me sens pas seule. Okay. Si je prends en compte les êtres humains, oui, beaucoup, très seul. Mais à vrai dire, je me sens bien accompagné avec la spiruline depuis maintenant plus de 35 ans d'amour fidèle que nous avons. Voilà, c'est toute une histoire de vie qui m'a amené à
à voyager, à faire des rencontres et à travers la spiruline, je me sens relié à non seulement des milliards d'individus, mais surtout toute l'histoire de l'humanité, quoi. Et donc, je peux me sentir seul au milieu d'êtres humains qui ne comprennent pas encore ce que je fais, parce que certainement un peu trop avant-gardiste. Déjà, j'étais le premier à faire du bio en France, à faire de la permaculture de spiruline, maintenant à faire des fromages à la spiruline, de faire des recyclages de milieux dans les cultures, enfin beaucoup de choses qui innovent et donc quelque part peuvent déranger un peu la profession parce que je fais bouger les lignes. Donc des fois, oui, je me suis retrouvé seul, mais confiant d'être dans le beau chemin, bien accompagné par des forces qui viennent de plus haut, quoi. Voilà. Donc, bien. Est-ce que je me suis déjà senti seul? Quelquefois, oui, mais je dirais que l'eau, par sa fluidité, crée du lien. Et par la conscience de cette... Plus on prend conscience des liens qui peuvent être créés par l'eau, pour moi en priorité, mais aussi peut-être par les photons, plus on prend conscience de cette globalité et de cette intrication, et moins on se sent seul. Voilà.